Cette journée entièrement dévolue à la communauté. De ce matin, la pratique, parce que je peux vous proposer aussi une vidéo où nous sommes allés chercher les pétitions sur les places publiques, les places du marché évidemment. Nous travaillons, en fait, nous demandons un droit pour que la Constitution soit modifiée, puisqu'en fait, en Belgique, les citoyens n'ont pas le droit à la concertation populaire, c'est-à-dire au référendum d'initiative populaire. Ce ne fait pas partie du droit constitutionnel. Eh bien, nous voulons que ce droit soit changé dans la Constitution. Donc voilà pourquoi je milite. Et ce militantisme va évidemment à l'encontre, vous l'avez bien compris, de la société pyramidale, cette intelligence collective troisième dont je vous ai déjà parlé. Et c'est là où Grégory, aujourd'hui soir, va venir nous raconter des trucs et des astuces, puisque nous sommes tout le temps en train de militer, soit avec la rose aux dents, soit avec des huiles essentielles, soit avec un tour de passe-passe énergétique, soit avec d'autres choses. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a toutes sortes de niveaux de communauté. Il y a des écueils du temps d'où nous venions, du temps passé, puisque je vous nomme les écueils par intelligence collective troisième. Et nous allons vers une quatrième forme de l'intelligence collective. Nous partons des pyramides et nous allons vers le réseau. Et c'est le cheminement dont Grégory va nous annoncer ce soir. Il va nous parler des trucs et des astuces. Et je suis tout oui parce que je suis très intéressé. Il faut savoir que Grégory est un homme que j'adore présenter puisque c'est grâce à lui que tout ceci est possible. Donc Grégory est mon mentor en matière de communautarisme, nouveau paradigme 21e siècle. Ce petit bonhomme est absolument époustouflant. Et je le répète, c'est grâce à lui que je lui dois ces 2 ans de travail effréné et de souffrance et acharné. Ce n'est pas encore fini, hein. Et grâce à ça, et oui, c'est pas encore fini, c'est que le début. Et voilà. Donc, je suis vraiment très heureux de vous présenter alors eh bien, ce qu'il va venir nous annoncer en termes de savoir et de secrets et de mystères pour aller vers le 21e siècle vraiment. Sachez que nous aurons peut-être un débarquement de personnes en plein milieu de webinaire tout à l'heure. Eh bien, ça sera peut-être une petite surprise communautaire, justement. Alors, bonsoir et bienvenue. Voici l'introduction passée. Je te cède la parole, cher Grégory, à toi. Merci Alain et bonsoir à toutes et à tous. Alors, tu présentes bien les choses, Alain. Merci. Oui, en fait, j'aime bien l'idée effectivement de la communauté. Et il y a 2 ans et demi à peu près, j'étais au niveau communautaire, mais complètement à la ramasse la plus totale. Je me souviens, j'étais à Rishikesh, dans l'Inde du Nord, avec Joachim Robert Froid, certains le connaissent, qui a l'Académie Joie et Gratitude. On était tous les deux à Rishikesh, dans une chambre. On bossait comme des malades après avoir fait des satsangs avec Moji. Et, euh, et je lui dis, mais Joachim, comment tu fais pour avoir une communauté soudée qui se développe, qui s'entraide et tout? Moi, je suis vraiment complètement à la ramasse. À l'époque, à la BLF, j'avais fait un forum. Ça ne fonctionnait absolument pas. Tout le monde était dans un enseignement vraiment coach individuel. Il n'y avait pas de partage, pas, vraiment aucune communauté qui était créée. Et donc, il m'a un petit peu expliqué ce qu'il avait mis en place avec Google Plus et tout. Donc, c'était assez technique au début. Et quelques temps après, mais la graine avait été lancée. Et quelques temps après, je suis tombé sur un livre. Je vais vous le montrer. Alors, c'est un de mes mentors en marketing parce que c'est un gars c'est un marketeur spirituel. Je crois que c'est le premier qui est juste extraordinaire. Alors, il n'a pas fait toujours des chouettes trucs, mais depuis quelques années, il fait vraiment des bouquins juste énormes. Et il a écrit ce bouquin qui s'appelle Tribu. Et c'est Monsieur Seth Godin. C'est un Américain.
Il a écrit des livres super. C'est vraiment du marketing inspirationnel, que j'appelle ça aussi. Et donc, suite à justement le travail avec Joachim et cette petite graine qui avait commencé à être plantée et à germer, euh, dans un rassemblement communautaire d'infopreneurs, parce qu'il faut bien se rassembler, c'est dans ces rassemblements-là, dans les communautés, qu'on a des informations très particulières qu'on ne sait pas avoir ailleurs. En fait. C'est ça qui est bien. Parce que les communautés, il y a à la fois la structure, donc un organisme qui permet un rassemblement, et puis à l'intérieur de ce rassemblement, à l'intérieur de la structure, il y a le spontané de tout le réseautage qui se met en route. Et là, je découvre une Québécoise qui, c'était un couple en fait, qui présente en fait leur activité et comment ils ont développé une communauté de centaines de milliers de personnes. Et il y a un livre qui a été déclencheur chez cette dame, c'est Tribu. Donc je me suis acheté tout de suite et j'ai mis en œuvre dans la BLF. Et c'est comme ça qu'on est venu avec maintenant une communauté qui s'entraide, qui a plusieurs, voilà, qui s'est formée au fur et à mesure et qui se développe. J'en parlerai peut-être tout à l'heure plus en avant. Et donc tout ça pour dire que l'aspect communautaire, c'est pas quelque chose de gagner la c'est pas quelque chose d'idée d'être dans le communautaire, dans le collectif, et en plus dans le collectif au service de plus grand que soi, au service de l'évolution. Donc, alors j'ai préparé quelques petites choses ici, parce que depuis lors, bien, il y a beaucoup de choses qui ont bougé à la BLF. Il y a eu aussi une grande expérience cette année, une grande expérience communautaire avec les 108 empreintes, et qui nous ont aussi ouvert les yeux justement sur les communautés. Et donc, en préparant la conférence là avec Alain, si on refait un petit peu le tour sur les communautés du XXe siècle, oui, voilà, le livre Les 108 perles évolutives. Si on fait le tour sur les communautés du XXe siècle et même sur celles avant, et qu'on regarde un petit peu comment elles étaient structurées et quels étaient aussi leurs points faibles. Et le point de départ, c'est parce que c'est vraiment de là qu'on part. Alors, tout d'abord, les communautés qui sont nées dans le XXe siècle sont nées et ont été construites et développées sur elles-mêmes, c'est-à-dire tournées autour de leurs propres problématiques, de leurs propres causes. Alors, je prends un exemple simple qu'on a vécu en début d'année. Lorsqu'on a créé l'événement 108 empreintes, on s'est tourné, bien entendu, auprès de toutes les communautés défendresses des animaux, de la nature et des droits humains. Ce qui était logique vu que le projet qu'on développait était relié à ces trois aspects-là. Donc, on est allé voir des structures qui avaient elles-mêmes des communautés, donc des grandes associations de défense des animaux, des grandes associations de défense de la nature. Et on a, je crois, contacté bien une centaine d'associations. Et on a eu une association qui a dit « on vous suit ». Une seule. Une seule. Toutes les autres nous ont dit « ah mais nous, on s'occupe uniquement des poules d'élevage. Nous, on s'occupe uniquement des animaux en Belgique. Nous, on s'occupe uniquement d'eux. Nous, on s'occupe uniquement d'eux. » Donc, chaque structure associative était restée tournée uniquement sur leur objet, sur leur problématique, sur leur communauté. Comme si ça faisait partie, c'était un îlot au milieu du monde qui n'avait aucune interrelation avec autre chose. Alors qu'on sait à l'heure actuelle que tout est en interdépendance et que, voilà, que ce soit le travail avec les poules d'élevage ou les éléphants en Asie ou le sauvetage des singes en Afrique, tout est interdépendant. Donc, il y a vraiment un premier élément dans lequel les communautés structurées au XXe siècle sont, c'est, et là on l'a vu, sur 100, il y a 1% qui a dit oui. Et ce 1%, Cocorico, il est belge, c'est la Croix Bleue de Belgique.
C'est la Croix-Bleue de Belgique qui nous a dit oui. Et quand j'ai expliqué, avec un grand soulagement au cœur, je dis, mais vous savez, vous êtes le seul, le premier et le seul. Il dit, mais oui, je sais, et nous sommes dans une volonté d'ouverture. Et nous avons un public, une communauté qui est tournée sur leurs problématiques à eux, leurs petits chiens, leurs petits chats, et nous tentons de les ouvrir à autre chose. Donc j'ai trouvé ça, de la part du président la Croix-Bleue, juste génial. Et donc, voilà, le premier élément, c'est effectivement d'être spécialisé à outrance sur un secteur, une problématique bien donnée, et de ne pas se rendre compte, en fait, que dans le partenariat, dans l'ouverture à d'autres secteurs, on peut enrichir sa propre cause aussi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en s'ouvrant à d'autres causes, on enrichit en fait sa propre cause, son propre questionnement, et on ouvre aussi des pistes. Alors je regarde, oui, alors le truc aussi qu'on a vu et qu'on a constaté, parce qu'on a dialogué avec plusieurs dirigeants de plusieurs associations comme ça, parfois c'était un dialogue de sourds, mais voilà, il y en a certains, on a eu des échanges de mails où on a expliqué, on a demandé le pourquoi du comment, et en fait on se rend compte qu'il y a des structures qui sont existantes, qui sont figées. Donc, c'est-à-dire que les structures existantes ont tout un mode de fonctionnement qui demande effectivement des financements, qui fait qu'on se replie sur soi. Donc, les structures du XXe siècle, toutes les associations du XXe siècle ne sont pas des associations mobiles, ne sont pas des associations virtuelles, ce sont encore des associations dans la matière qui demandent des employés, qui demandent voilà, toute une machinerie derrière qui fait que l'évolution, le fait de pouvoir à un moment donné prendre une décision par le cœur d'aller s'ouvrir à d'autres communautés, eh bien, ne se fait pas parce qu'il y a tout un parcours administratif et des conseils d'administration comment je veux dire, à convaincre. Et donc, ce sont des structures qui, par leur organisation interne, qui est, et là je vais rejoindre le persona Gaia, qui est encore pyramidale, parce que les associations du XXe siècle ont été construites de manière pyramidale. Une ASBL, il y a bien 3 personnes dans la ASBL, et puis il y a les membres. Quoi qu'on veuille le dire, c'est toujours pyramidal. C'est dans la structure. Après, on peut effectivement à l'intérieur induire du réseau, induire de l'holomidal par les comportements, mais à la base, on est bien dans des structures pyramidales, même dans les associations. Donc ça, c'est vraiment le premier biais et le premier élément que j'ai pu observer dans les structures existantes et qui pose souci pour faire évoluer les choses. La deuxième chose, peut-être un petit peu moins maintenant, mais quand même, c'est que beaucoup de communautés sont formées à l'écart du monde, c'est-à-dire en retrait du monde, contre le système. Alors bien entendu, il y a toujours cette notion d'évolution, et donc à un moment donné, pour faire avancer les choses, il faut bien inclure du neuf. Donc inclure du neuf, ça veut dire des nouveaux comportements, des nouvelles idées, des nouvelles manières de penser, des nouvelles manières d'agir. Donc à un moment donné, il y a bien entendu friction avec l'existant, c'est normal. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses, c'est par cette friction que les choses avancent. Friction qui ne peut pas avoir lieu lorsqu'on se retire du monde et qu'on vit en autarcie. Dans l'utopie de créer quelque chose de neuf qui va faire tache d'huile partout, mais tout en restant à l'écart du monde. Donc on verra tout à l'heure la proposition de nouvelles communautés qui est justement ne plus construire à l'écart et construire contre, mais transformer de l'intérieur. Je crois que ce que tu as vécu, Alain, ce matin, va dans ce sens-là. D'amener de la lumière là où il y a de la pénombre, d'amener de l'holomidal là où il y a du pyramidal, c'est d'amener le neuf dans l'ancien. Et le neuf, à un moment donné, fait éclater l'ancien. C'est un petit peu comme le verre d'eau qui est rempli de boue.
on verse de l'eau fraîche dedans, il va y avoir des remous pendant un certain temps, l'ancien qui se frictionne, mais au fur et à mesure qu'on continue à verser de l'eau fraîche, eh bien la boue s'en va, et puis dans le verre, il ne reste plus que de l'eau fraîche. Donc c'est un petit peu l'image, effectivement, de ne plus lutter contre, mais d'être au contraire, d'aller à l'intérieur du système et de le phagocyter de l'intérieur, de le transmuter de l'intérieur. On verra ça tout à l'heure. Et donc on retrouve là-dedans les notions d'ashram qui sont bien, voilà, c'est une communauté fermée, on peut rentrer, sortir, mais elle est à part des autres, à part du monde. On retrouve tout le phénomène des sectes, bien entendu. On retrouve tout le phénomène qui n'existe plus tellement, mais qui a été à la base de tout ça, les phénomènes hippies, les communautés hippies, les communautés qui vivent en autarcie. Hein, et il y a de plus en plus de communautés maintenant, comme des habitats groupés ou des villages qui se créent. Et donc, il y a vraiment là un danger, effectivement, de rentrer à nouveau dans ce cas de figure-là, de se couper du monde existant. Alors que, on va voir tout à l'heure que c'est beaucoup plus puissant si on ne se coupe pas. C'est plus difficile, mais c'est plus puissant. Donc ça, c'est le deuxième écueil, c'est se mettre à l'écart du monde. Et dire ok, moi je ne fais plus partie de ce monde, je développe mon petit truc, ma petite sphère en autarcie et voilà. Alors, la troisième chose, ça c'est un point clé et on en a beaucoup parlé avec Alain au début, je ne sais pas si tu vas te souvenir, au tout début, avant que Persona Gaia n'existe, quand on était encore dans la phase de création et de fomentation des concepts, tu es venu vers moi et tu m'as dit un jour, Grégory, moi j'ai peur de la gouroutisation. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Voilà. Et effectivement, le propre des communautés anciennes, c'est que généralement, ça tourne autour d'une personne. Et on a un phénomène rapidement qui se crée, un phénomène de gouroutisation, même si la personne à la base ne le veut pas. Quoi qu'on fasse, ce phénomène existe de toute façon. À partir du moment où il y a le psychisme humain et toutes les blessures qui sont là, le phénomène de gouroutisation existe. Pourquoi ? Parce que il y a forcément quelqu'un qui, comme Alain ou comme moi ou comme plein d'autres, comme vous qui avez des communautés qui commencent à naître, s'il y a une communauté qui se crée, c'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui un jour a lancé une idée avec conviction, avec force, avec aplomb, et cette idée a résonné chez d'autres personnes qui se sont dit mais oui, c'est bien, je me retrouve dans cette idée-là, je vais me rapprocher de cette personne. Donc c'est comme ça que se crée une communauté, c'est parce qu'on résonne, on partage les mêmes choses, une même envie, un même désir, des mêmes idées, des mêmes concepts. L'inconvénient, c'est que bien souvent, le psychisme humain et toutes ces blessures viennent foutre le bordel là-dedans. C'est que la personne qui lance l'idée, généralement, c'est parce qu'elle en a 36 autres derrière. C'est parce qu'elle est déjà 3 pas plus loin. Et donc, forcément, les personnes en face ou à côté bien, vont se nourrir de ces idées au détriment parfois de leurs propres idées. Et on peut avoir un phénomène de victimisation aussi, de sauveur et le triangle dramatique qui se met en place. Et ça, c'est très courant dans les associations. Moi, j'ai fait partie de beaucoup d'associations. Et très souvent, on se rend compte que le triangle dramatique, ce fameux triangle dramatique de victime, sauveur, persécuteur, était régulièrement à l'œuvre, tout simplement parce que le psychisme humain vient faire que tout d'un coup, on a un sauveur devant soi qui lui, forcément, si on a un sauveur, c'est qu'on se positionne comme victime. Lui va vouloir aider et puis à un moment donné, voilà, on va avoir le cercle vicieux qui va se mettre en route. Donc cette gouroutisation, elle est vraiment importante à tenir en compte et à en prendre conscience de ça, que c'est un phénomène naturel, qu'on le veuille ou non.
que le psychisme humain, il est fait comme ça pour suivre un meneur. Hein. C'est encore les reliquats, effectivement, des animaux. Hein. C'est normal. Mais c'est important de pouvoir dépasser ça. On va voir comment par la suite. Et donc, tout ce double jeu de victime, sauveur, avec tout ce qu'il peut y avoir comme manipulation derrière, c'est le phénomène des sectes. Hein, à la base, alors je n'ai pas étudié beaucoup le phénomène des sectes, quelques histoires comme ça, mais à la base, il y avait très souvent une personne qui était de bonne foi, avec de bonnes idées. Et c'est après que cela dérape, parce qu'il n'y a pas de travail sur soi. Il y a les deux éléments qu'on a vus avant qui se mettent en place aussi. Créer une identité forte, sur le repli sur soi, se mettre en dehors du monde, qui fait que tout l'aspect de gouroutisation se met encore plus en place. Donc tout ça, ces trois éléments-là, font qu'on reste dans le système pyramidal. Et que malgré que les communautés se créent, on a des communautés qui sont pyramidales. Donc comment évoluer vers des communautés qui soient holomidales, pour reprendre les termes de Persona Gaia? J'ai juste un léger décalage, mais oui, je fais la synthèse dans le chat parce que ce que tu dis est exactement les éléments qu'il nous faut dans Persona Gaia, parce que c'est une nouvelle communauté qui se crée et nous voulons éviter les écueils. Donc, continue en si bon chemin, je t'en prie. Merci. Voilà. Pour moi, alors il y a très certainement d'autres écueils, mais pour moi, c'est vraiment les trois de base et les plus fondamentales. Et en plus, ça doit vous parler, émotion fermante, émotion ouvrante, communauté fermée, communauté ouverte. Donc voilà, on peut faire le parallélisme entre les deux aussi. Alors, depuis quelques années est né le phénomène Facebook. Est né le phénomène Facebook. Alors, Facebook, ça a révolutionné tout, dans le sens où le monde qui était fermé sur lui-même, les communautés qui étaient fermées sur elles-mêmes, tout d'un coup, ont pu s'ouvrir. Et n'importe qui avait une idée pouvait créer un groupe, une communauté, et partager son idée, rassembler des gens sur la toile, sans plus avoir de notion de distance. Donc, ils pouvaient très bien contacter des personnes à l'autre bout de la Terre, sans plus de notion de limitation, parce qu'on peut se retrouver à 1000, 2000, 3000 personnes dans un groupe Facebook qui partagent les mêmes idées. On n'a pas besoin de louer des salles, de prendre des avions pour se réunir. On peut instantanément envoyer un messenger, un chat, à toute la communauté et se rassembler autour d'une idée et faire une action, tout ça. Donc Facebook a vraiment changé la donne dans l'aspect communautaire et l'aspect réseau. Parce que chaque communauté a pu devenir visible aussi. Et se rendre compte que dans un autre pays, il y a une communauté sur la même thématique qui existe aussi. Et donc l'aspect fermé sur soi a complètement volé en éclats. À l'heure actuelle, on voit des communautés, et c'est là qu'on s'est connecté avec des communautés sur Internet. Pour le projet 108 empreintes, notamment, on est allé suivre des groupes, effectivement, qui œuvraient pour la défense des animaux. Et donc, ces communautés sur Internet nous ont suivis, alors que les communautés institutionnalisées du XXe siècle ne nous suivent pas. Les communautés sur Internet, sur Facebook, ont adhéré au projet, parce que la mentalité est tout à fait la même. Donc, ça donne une visibilité à la communauté, ça crée aussi une ouverture sur d'autres communautés avec des objectifs, des visions semblables ou complémentaires. Il y a aussi déjà chez les personnes qui créent des communautés sur Internet, il y a aussi cette notion
d'ouverture, de partenariat, d'échange, qui est beaucoup plus d'actualité. Et alors, il y a un phénomène aussi, quand on parlait du phénomène de gouroutisation. Dans les communautés sur Internet, il y a bien entendu toujours une page ou un groupe ou quelqu'un qui administre un groupe dans Facebook, mais la communauté s'autogère. Dans Facebook, n'importe qui crée un groupe, qui est dans un groupe, peut publier des choses, peut donner une idée. Donc il y a là aussi une autre notion qui part complètement avec Facebook notamment, avec ces communautés virtuelles, c'est que l'initiateur n'est plus au pouvoir. Et ça, c'est vraiment important. C'est que chaque membre de la communauté peut être une force en lui-même et peut initier quelque chose au sein de la communauté. Donc, ça a tout changé. Et alors, j'aime bien de parler aussi de quelque chose dont tout le monde a horreur. Tout le monde dit attention, danger et tout. Mais je crois qu'il faudrait vraiment, vraiment, vraiment aller explorer beaucoup plus les cellules terroristes et le fonctionnement des cellules terroristes. Parce que si vous regardez bien, si vous vous penchez sur le fonctionnement des cellules terroristes qui utilisent la puissance du réseau d'Internet, qui sont indépendantes et en totale interdépendance, alors bien entendu, on va éliminer l'idéologie qu'il y a derrière et la manipulation qu'il y a derrière pour venir au mode de fonctionnement, qui est très intéressant, où chaque cellule dans son coin fait partie à des petites entités de quelques personnes qui se réunissent pour des projets, qui entrent en connexion avec d'autres, qui sont dans d'autres pays. Il y a une interrelation juste énorme. Il y a une mobilité, une flexibilité de chaque élément de la communauté. C'est juste hallucinant. Si chaque citoyen pouvait créer des cellules citoyennes, rentrer en relation avec une cellule citoyenne d'une autre ville, comme ça sur le web, et coordonner des actions citoyennes, comme les cellules terroristes le font, ce serait juste extraordinaire. Ils nous montrent le chemin. Ils nous montrent le chemin. Donc, on peut dire ce qu'on veut du truc. Effectivement, je ne suis pas pro-terroriste, hein, loin de là. Mais dans leur mode de fonctionnement, il y a quelque chose là à aller extraire, sortir de tout l'émotionnel, sortir de tout le reste et aller extraire le mode de fonctionnement et l'étudier pour voir comment le transférer pour le bien commun. Et pour cette évolution vers cette structure, ce persona Gaia, cette structure holomidale. Alors, je lis un petit peu. Si je peux me permettre, le fait d'oser parler du fonctionnement des cellules terroristes et de leur action de destruction, c'est aussi d'aborder l'émotion colère et qui peut déchirer parfois. Et cette émotion colère, dans Persona Gaia, on la retrouve dans le deuxième chaînon manquant. Je vous ai mis là en tout petit, mais je pourrais vous l'agrandir, le schéma sur les 10 vraies émotions. Et traiter la colère est important. Dans le paradigme d'avant, on niait la colère, on la mettait de côté, elle était un objet tabou. Alors, comme au XXIe siècle, tous les tabous ont quand même vachement bien explosé, parce qu'il y a eu quand même cette libération-là, eh bien, on peut enfin exprimer sa colère, l'explorer scientifiquement, ou thérapeutiquement ou spirituellement, et en faire quelque chose. Et c'est grâce à cette élaboration de colère eh bien, qu'on peut aller à la rencontre de l'autre. Et je te repasse la main. Oui, tout à fait. Alors pour te répondre, Patricia, oui, bien entendu, hein, je veux dire, au niveau des cellules terroristes et tout ça, oui, ils sont dans l'ancien paradigme pour le mode de fonctionnement d'avoir un gourou, d'avoir un repli sur soi et de renier le reste du monde, bien entendu.
je ne parle pas d'aller vers ça, je parle simplement du mode de fonctionnement communautaire qui est très intéressant à étudier. Comment le fonctionnement est mis en place pour que ce soit efficace, pour qu'il y ait des actions coordonnées, pour qu'à un moment donné, quelque chose puisse faire tache d'huile et puisse impacter le monde. Parce que tout ce qui peut être impacté, tout ce qui est en négatif est en positif. Donc, un mode de fonctionnement qui est un mode de fonctionnement qui est vers la destruction ne vient que de l'intention humaine. Si l'intention humaine est l'évolution, on peut reprendre exactement le même mode de fonctionnement avec cette intention-là et on va aller vers l'évolution. Donc, voilà, c'est simplement pour pouvoir extraire. Il faut vraiment extraire les modes de fonctionnement en faisant abstraction de tout le reste. Et c'est là, ce que tu dis, Alain, qui est très important, c'est que souvent, la colère, l'émotion, nous empêche d'aller à la rencontre de l'autre, d'aller même étudier des systèmes pour voir comment on peut les exploiter pour le bien collectif.